les avocats de la reine commis d'office, qui n'avaient pas le choix et qui étaient au bord de l'échafaud, sont décrétés d'arrestation par la Convention nationale avant même l'ouverture du procès, et quelle qu'en soit l'issue. Et en effet, ils seront arrêtés, interrogés, pour savoir si par hasard la salope ne leur aurait pas dit quelque chose, ne leur aurait pas confié quelques confidences importantes qui auraient pu les condamner. Donc, bien entendu, c'est une justice d'exception. On connaît la fin, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est encore une fois, c'est la coexistence de ces deux mondes, la contre-révolution et la révolution, qui appartiennent à la même génération. Ces hommes et cette femme appartiennent à la même génération, une génération qui naît dans les années 1750. Marie-Antoinette naît en 1755, et la plupart des juges de Marie-Antoinette, ils sont 5. Le président Hermann naît à peu près au début des années 1760, qui coexistent donc, qui se parlent, qui se touchent, mais qui ne s'entendent pas. Et qui ne s'entendent pas à un point que leur survie dépend de la suppression de l'autre. La survie de l'un dépend de la suppression de l'autre. Entre ces deux mondes, il n'y a que de la haine et que de la violence. Et ces coexistences de mondes, vous savez, si on enlève un peu de cette violence et de cette haine de la Révolution, on les retrouve encore aujourd'hui. On passe sa vie à coexister avec des gens avec qui on n'arrive pas à parler, avec qui on ne sait pas parler. Et si la Révolution a été quelque chose, elle a été aussi peut-être le lieu de l'exclusion. Au fond, elle s'est construite sur de l'exclusion. La notion même d'indivisibilité de la nation suppose que l'on désigne l'étranger et que l'étranger devienne assez rapidement le traître et la personne qui doit être éliminée si cette indivisibilité est préservée, si l'on veut préserver cette indivisibilité. Donc c'est un procès fait par des hommes contre une femme. C'est un procès fait au nom de l'égalité, bien entendu, contre ce que représente la monarchie, incarnée par Marie-Antoinette, c'est-à-dire la cour, c'est-à-dire les privilèges, c'est-à-dire évidemment l'inégalité, c'est-à-dire les ordres, les 3 ordres du royaume, le clergé, la noblesse et le tiers-état, abolis dès 1789 au moment de ce fameux renversement de souveraineté dont je parlais tout à l'heure, entre le 17 et le 23 juin 89. C'est aussi le procès fait par la nation et par la patrie à une étrangère. Marie-Antoinette est l'Autrichienne. Elle est d'ailleurs mise en accusation comme Marie-Antoinette Lorraine d'Autriche, veuve Capet. Et cette position, elle est archiduchesse, elle a été jeune petite archiduchesse d'Autriche, fille de Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche. Elle est le 11e de ses 13 enfants. Elle naît à Vienne et elle arrive en France après cette décision politique de la marier avec le dauphin futur Louis XVI, qui accédera au pouvoir à la mort de son grand-père Louis XV en 1774. Et partant, Marie-Antoinette Dauphine deviendra reine de France. Ce choix de cette petite archiduchesse Antoine, elle s'appelle Antoine, devenue Antonia, devenue Antoinette, puis Marie-Antoinette, est un choix politique. Dès le départ, Marie-Antoinette est l'otage et l'incarnation d'une politique internationale qui la dépasse absolument et qui tient en un mot renversement des alliances, qui est une politique conduite par la monarchie française et par la monarchie autrichienne, dont la focale se situe en 1756 et qui consiste en un renversement des alliances traditionnelles de la France avec la Prusse en une nouvelle alliance de la monarchie française avec l'Autriche pour contrer l'influence de l'Angleterre sur mer et sur terre. Ce renversement des alliances, cette nouvelle alliance franco-autrichienne, dès le départ, dès avant l'arrivée de Marie-Antoinette en France, à 15 ans, comme petite archiduchesse, en 1770, sera très mal vécue par les élites françaises. Pour les élites françaises, sous le règne de Louis XV, l'Autriche, les Habsbourg, sont l'ennemi héréditaire de la monarchie française. Souvenez-vous des politiques de Richelieu et de Mazarin au XVIIe siècle, de ce fameux précaré français qui est battu en brèche sans cesse par la puissance et la domination Habsbourg, à la fois à Vienne
dans les Pays-Bas autrichiens, mais évidemment également en Espagne, à Madrid, et souvent dans les différentes principautés italiennes. Toute l'histoire de la politique étrangère de la France est l'histoire d'un combat contre l'Autriche au XVe, au XVIe et au XVIIe siècle. Et tout d'un coup, Louis XV, la politique secrète de Louis XV, le duc de Choiseul, qui est son secrétaire général aux affaires étrangères, veut, pour contrer l'Angleterre, propose et dispose de cette nouvelle alliance autrichienne qui est très mal vécue. Et dès son arrivée en France, Marie-Antoinette, plus que si elle avait été une princesse prussienne ou une princesse russe ou une princesse anglaise, qui aurait semblé impossible, est mal perçue et mal accueillie par les élites françaises et en particulier par le milieu de la cour. Donc cette étrangeté de Marie-Antoinette, si vous voulez, elle ne surgit pas, elle n'advient pas avec la Révolution française en 1789, elle existe déjà au moment où elle arrive, dès les années 1770. Et cette étrangeté va s'accentuer par le comportement même de Marie-Antoinette comme dauphine et comme reine de France à partir de 1774. Et là, pour comprendre ce qu'a été cette reine déchue devant ses juges, dans une immense solitude, et après 1 an et demi de souffrance et d'emprisonnement et d'enfermement, pour comprendre ce qu'elle a été devant ses juges, il m'a fallu revenir en arrière et la reconstruire dans le temps, psychologiquement, et essayer de comprendre ce qu'elle a été avant que ne surgisse la Révolution française, avant qu'elle ne soit enfermée, et avant qu'elle ne soit condamnée à la guillotine en octobre 1793. Et ce que l'hypothèse, ou en tout cas la position qui est la mienne par rapport à cette princesse devenue reine de France, c'est que par son éducation à Schönbrunn, par les relations d'intimité, de familiarité, et je dirais plus généralement familiale, qui ont été les siennes au sein de la fratrie Habsbourg, à Schönbrunn et à Vienne, qui sont des relations très différentes des relations princières et royales de Versailles en France. Par son jeune âge aussi, elle a 14 ans et demi quand elle arrive en France, par cette espèce de traumatisme psychologique qu'elle subit lorsqu'elle passe la frontière du Rhin, pas très loin d'ici, au nord de Strasbourg, et qu'elle procède et qu'on lui impose cette scène extraordinaire du déshabillage et du réhabillage des nouveaux vêtements français qu'elle va porter comme dauphine et puis comme reine de France. On la met à nu dans tous les sens du terme, au sens propre et au sens figuré lorsqu'elle arrive en France en 1770. Cette jeune princesse qui arrive en France ne se sent pas en confiance. On la débarrasse aussi, on la sépare de son monde familier, non seulement de sa famille, mais de sa maison, des gouvernantes, de ses dames de compagnie qui étaient celles de Vienne et de Schönbrunn, et le service français qui va l'accompagner à partir de Strasbourg jusqu'à Paris et qui va la suivre, est un service qui lui est totalement étranger. Madame de Noailles, qui est sa première dame d'honneur, est une personne âgée, qui a 30 ans de plus qu'elle n'a jamais vue ni jamais connue. Donc cette espèce de choc, de traumatisme, de changement radical de vie, va accentuer quelque chose qu'elle avait en elle, qui est un manque de confiance absolue en elle. Et quand on sait lire entre les lignes et qu'on lit les innombrables lettres qu'elle a écrites à sa mère Marie-Thérèse, à l'ambassadeur d'Autriche qui était chargé de la guider à Versailles et un peu de la surveiller aussi, qui s'appelait le comte de Mercy-Argenteau, qu'elle écrit aussi à son frère Joseph II, le futur empereur d'Autriche, qu'elle écrit à ses amis très chers, qu'elle ne voit plus et qui passeront à de très rares moments la voir à Versailles et à Trianon. Quand on lit ces lettres attentivement, on s'aperçoit qu'elle ne s'aime pas, qu'elle n'a pas confiance en elle-même. Elle dit, et on dit d'elle, Merci dit d'elle, qu'elle a peur de parler en public, elle n'aime pas se retrouver dans la foule, qu'il y a quelque chose qui la gêne. Et donc, au fond, toute sa vie a été une sorte de fuite. Mais elle n'a pas tant fui la cour pour se réfugier dans cette sorte de Thébaïde de Trianon, du petit Trianon que lui donne Louis XVI en 1774. Elle ne fuit pas tant la cour qu'elle ne se fuit elle-même.
pour se réfugier dans une sorte de monde protégé qui a été le monde du petit Trianon et qui forcément, aux yeux des courtisans, était un monde du secret auquel les courtisans, les vieux courtisans de Versailles, n'avaient pas accès. Et partant, qui les dégradait dans leur position qui était la sienne par rapport à celle qui allait devenir la reine de France en 1774. Et donc les premiers pamphlets qui ont été publiés anonymement contre elle et qui lui reprochent cette liberté qui a été la sienne, ce plaisir de vivre qui a été la sienne, ces rires permanents au sein d'une coterie, quelques personnes choisies parmi tant d'autres, les Polignac, le comte de Vaudreuil, Bézinval, le comte d'Artois, le petit frère de Louis XVI, et j'en passe. Cette coterie lui a été très rapidement reproché le fait qu'elle prenne des libertés, qu'elle se promène dans le parc de Versailles ou dans le parc de Marly quasiment pas accompagnée, le fait que les courtisans puissent dîner dans ces petits appartements en frac et non plus en habits habillés. Toute cette liberté que Marie-Antoinette prend avec les rigueurs de l'étiquette de Versailles des années 1770-1780 lui sera reprochée. Et les premiers pamphlets publiés à la fin des années 1770, au début des années 1780, émanent de la cour et probablement des salons des tantes du roi qui ne l'aimaient pas, des salons du comte de Provence, le futur Louis XVIII, le frère cadet du roi qui sera en opposition avec Louis XVI au début de la Révolution et qui, comme vous le savez, lui réussira sa fuite à Varennes et pourra se réfugier à l'étranger et deviendra roi de France en 1814. Les premiers pamphlets qui jettent le soupçon sur les mœurs et sur la conduite, jusqu'à la conduite sexuelle de Marie-Antoinette, émanent de la cour et vont être évidemment relayés par l'affaire du collier, sur lequel je ne vais pas m'étendre, en 1785, cette affaire extraordinaire du collier de diamants offert par le cardinal de Rohan, escroqué par une bande de je dirais, comment est-ce que vous les appelleriez? Des voyous. Oui, de voyous, la comtesse de la Motte et son mari, et va s'amplifier encore avec l'éruption de la Révolution française, et très vite, dès la fin des années 1780, Marie-Antoinette est la Messaline et la tribade absolue. Elle est celle qui a tous les amants possibles et imaginables, elle couche partout, dehors, dedans, dans son boudoir, dans ses appartements, dans les bosquets de Versailles, dans les bosquets de Marly, mais elle couche pas seulement avec des hommes, elle couche aussi avec des femmes. Et donc elle est devenue, dès 1789, d'abord du point de vue de la cour, qui invente évidemment cette image noire de Marie-Antoinette, et très rapidement du point de vue du peuple parisien, qui va le prendre pour argent comptant et qui va en faire la vérité de Marie-Antoinette, elle est la salope et la putain de la monarchie, pour reprendre un titre, la putain de la République. On connaît cette histoire-là un peu plus tard, à la fin des années 2000. Elle devient la putain de la monarchie avant même que la Révolution n'éclate. Il y a une qualité de haine à l'endroit et à l'égard de Marie-Antoinette que l'on ne trouve pas chez Louis XVI, vis-à-vis de Louis XVI. Louis XVI est celui qui incarne la monarchie, mais Marie-Antoinette en personnifie le crime. Et d'abord, un crime moral, un crime de comportement, un crime de mœurs. Et vous voyez que ce procès est le procès des représentations et des fantasmes, et que pour le comprendre, il faut passer à travers le miroir de ces fantasmes et retrouver la vérité psychologique, si vérité il y a en histoire, des personnages derrière la gangue des fantasmes qui s'emparent d'eux et qui les cachent à l'historien tels qu'ils sont au moment de leur procès. Donc c'est le procès fait par la nation, fait par la patrie, à l'étrangère, et forcément, parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle est autrichienne, à celle qui a trahi la nation et bientôt la République à partir de 1792. Et puis, je vous écoute. En même